Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous êtes en forme? Oui, vous me livrez des petits secrets qui me font rire. Notre invité aujourd'hui, Xavier Lenormand, bonjour. Vous êtes journaliste pour le Pèlerin Magazine. Le Pèlerin Magazine en kiosque avec évidemment cette une et ce numéro consacré à Léon XIV, l'élan d'un pape missionnaire. Vous êtes allé au Pérou sur les traces du pape, de ce nouveau pape. Tout à fait, je suis parti le soir même ou le lendemain matin aux premières lueurs de son élection et je suis rentré il y a quelques jours maintenant. Et vous avez été rencontrer des gens qui l'ont connu. C'est une grande enquête grand reportage à découvrir dans le Pèlerin. Le Pèlerin, on en parlait juste avant, un journal magazine qui fonctionne plutôt très bien encore. Enfin, quand je dis encore, j'ai envie de dire, ça existe depuis combien de temps ? 152 ans, je crois. Ouais, on a fêté les 150 ans il y a pas très longtemps. Et oui, c'est un. Ouais. Je vais pas dire du mal de mon journal. Je pense que c'est un beau titre. C'est pour ça que j'y travaille. Mais c'est quoi un hebdomadaire catholique à notre époque ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, je pense que c'est une façon de faire du journalisme, peut-être un peu différente. Alors, c'est pas du tout pour dire du mal de nos confrères journalistes d'autres médias. Je pense qu'ils ont chacun leur façon, mais peut-être avec un regard plus porté aux faiblesses, aux situations difficiles, mais avec aussi un regard d'espérance proprement chrétien. Ça veut dire qu'on écrit différemment quand on est journaliste dans le Pèlerin ? Je pense qu'on peut s'intéresser à des sujets un peu différents et avec un angle différent qui donne notre spécificité, oui. Ah oui ? Et c'est différent. En quoi c'est différent de La Croix, par exemple ? Alors déjà sur le rythme, La Croix est un quotidien. Nous sommes la vie, un hebdo. Peut-être. On ressemble plus à la vie. Après, on a chacun nos spécificités. Voilà, nous on a cet historique de 150 ans. C'est un des plus vieux hebdomadaires, si ce n'est le plus vieil hebdomadaire français. Et voilà, on a cet accompagnement. Donc le titre Le Pèlerin, donc ce sont des gens qui marchent. Donc c'est vraiment accompagner les gens dans les différentes étapes de leur vie, notamment la vie chrétienne, mais pas seulement. Vous avez été correspondant. Vous étiez à Rome en poste. Vous avez travaillé pour une agence qui couvrait l'actualité du Vatican. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pendant 3 ans, alors sous le pontificat du pape François, à suivre au quotidien les déclarations du pape, ses actions, les personnes qu'il rencontre, avec un peu de chance, les voyages qu'il faisait. Voilà, et vous l'avez accompagné, vous l'avez J'ai dû faire une dizaine de voyages avec le pape François, qui avait la gentillesse de venir chacun des journalistes à bord de son avion avant. Donc il y a quand même 70 personnes. Donc c'est pour un monsieur de son âge, chaque année il y avait un an de plus évidemment, mais de plus de 80 ans, c'était quand même assez sympa. Et vous avez fait cadeau d'un petit chapelet ? Nous avons eu, à chaque fois nous recevons un chapelet aux armoiries du pape. On va reparler avec vous donc de cette actualité, la prise de fonction, je ne sais pas si le terme est exact, de Léon XIV dimanche dernier. C'était sa première messe en tant que pape. On va en reparler, puis on va parler de son parcours avec vous, de sa personnalité. Robert Francis Prévost, donc ancien préfet du Dicaster pour les évêques américains et religieux, missionnaire au Pérou. Et tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous en parlerez peut-être dans vos débats, Valérie. Il est sorti à minuit aux États-Unis le livre Choc sur l'état de santé de Joe Biden durant sa présidence, sur les mensonges qui auraient couvert son administration. Dans ce livre, Original Sin, c'est-à-dire le péché originel, vous voyez, vous avez bien fait de venir, revient sur le débat que tout le monde attend aux États-Unis. Est-ce que Joe Biden n'avait plus toute sa tête quand il était président ? Corentin Célin a lu les bonnes feuilles dans cet avou. Ce qui est fou, c'est que même après le débat, il mène une grande politique un peu de terreur à l'intérieur du Parti démocrate en disant à tout le monde, vous n'allez pas parler, vous vous taisez. Et le seul qui casse, c'est George Clooney qui a le rôle décisif, parce que George Clooney, quelques jours avant ce débat, rencontre Joe Biden lors d'une levée de fonds. Et Joe Biden, qu'il connaît depuis 25 ans, ils ont fait énormément de choses ensemble, ne le reconnaît pas. Et pendant plusieurs minutes. Et là, George Clooney se dit c'est pas possible. Et à George Clooney, on lui dit, des conseillers, c'est raconté dans les meilleures pages du livre, les conseillers disent à George Clooney, non, tu dis rien, tu fais... Bon. Et c'est quand il y a le débat que George Clooney dit il faut faire quelque chose pour le pays. C'est un livre apparemment assez choc, et qui révèle plein de choses. Est-ce que c'est un peu la même chose pour le pape ? C'est-à-dire que... il va jusqu'au bout de son pontificat, mais est-ce qu'il a encore toute sa tête à ce moment-là ? Alors en tout cas, le pape François, visiblement, avait toujours sa tête, même s'il était physiquement très diminué. On se souvient des dernières images.
La question ne se pose pas de la même façon, évidemment, puisqu'il n'y a pas un terme, un mandat, il n'y a pas une réélection. Et la machine du Vatican se met en œuvre pour accompagner le pape dans l'état de santé dans lequel il est. Si le pape est en pleine possession de ses moyens, il peut décider très largement. S'il n'est pas en possession de tous ses moyens, il y a toute une machinerie qui est là pour pas forcément prendre les décisions à sa place, mais en tout cas pour les accompagner. Et après, lui, il est là pour les contresigner. Évidemment, s'il n'est pas d'accord, il ne contresigne pas. Mais on est d'accord que les bulletins de santé, c'est pas forcément ça. Non, le Vatican a quand même une très longue histoire de ne pas être très transparent sur la santé des papes. Absolument. Tout à fait. C'est vraiment quand François était malade tout à la fin qu'ils ont été un peu plus transparents. Ouais. La médecine fait parfois des miracles. Aujourd'hui, les bonnes nouvelles sont du côté de la maladie de Parkinson, Valérie, où la recherche a fait une avancée, comme l'expliquait Vincent Valinduc. C'est le docteur de Bonjour sur TF1. On assiste là peut-être au début d'une révolution dans la prise en charge de patients atteints par la maladie de Parkinson. En effet, 2 équipes de chercheurs totalement indépendantes, l'une au Japon et l'autre aux États-Unis, ont réussi à greffer des neurones qui sécrètent de la dopamine dans le cerveau des patients atteints de cette maladie. Pourquoi cette dopamine est importante? Je vous montre. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a les patients atteints d'une maladie de Parkinson, au niveau du cerveau, à cet endroit-là, la substance noire, les neurones qui sécrètent la dopamine qui se détruisent, dégénèrent. Résultat, il n'y a plus de dopamine, ce qui engendre les symptômes qu'on connaît de la maladie. Tremblement de repos, une akinésie, c'est vraiment une marche à petits pas, lenteur au démarrage, et puis une rigidité musculaire. On comprend donc l'intérêt d'aller mettre des neurones dopaminergiques dans le cerveau. Incroyable ce que fait la science de nos jours. Donc un espoir pour la maladie de Parkinson. Bon, on ne pourra plus dire « je vais buller en terrasse ». Si vous êtes à Barcelone, c'est foutu. Le petit café avec son petit ordi au soleil, sans payer de supplément. C'est ce que vient de décider la ville de Barcelone. Si vous restez trop longtemps, vous payez beaucoup plus. Reportage dans le 20h de France 2. À Barcelone, dans ce quartier très fréquenté, sur cette terrasse, le café est affiché à 1,30 € pour une demi-heure seulement. Au-delà, le prix augmente jusqu'à 4 €. Du jamais vu pour ces touristes grecs. Il faut se presser et partir. Si on veut s'asseoir et se relaxer, mais qu'on a un budget serré, on peut pas. Seulement 6 tables ici. Alors pour ces habitués qui peinent souvent à trouver une place, cette mesure est nécessaire. Les gens restent là avec un café, un ordinateur. C'est non. En plus, souvent ils sont seuls et occupent une table de 4. Faire payer plus, ceux qui restent plus longtemps, c'est légal, mais avec ces étiquettes, le gérant veut surtout responsabiliser le client. En un mois, je ne l'ai fait que 3 fois. C'est plus de la sensibilisation. Faire prendre conscience aux gens que d'autres attendent pour s'asseoir. Alors c'est une initiative du café, pas de la ville de Barcelone. Le réalisateur m'a corrigé violemment pendant que j'étais en train de parler. Vous voyez, donc, on est deux à vous corriger régulièrement. Oui, voilà, exactement. Mais voilà. ça peut, on peut. Vous trouvez ça normal, vous ? Je sais pas. Quand vous occupez une place, vous restez 3 heures, vous avez payé qu'un café, c'est un peu normal, non ? Je sais pas. Ça vous fait sourire. Ça incitera à en prendre un deuxième. Oui, voilà. Oui, je trouve pas ça très commerçant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, j'en sais rien, qui s'installent. De plus en plus avec les ordis et avec le Covid aussi, avec le télétravail, il y a de plus en plus de gens qui s'installent avec leur ordi. Bon, j'ai évidemment choisi ce son pour vous. Je l'ai gardé depuis 3 jours de côté. Ce son, c'était dimanche où le pape Léon XIV était officiellement investi. Il recevait alors 2 symboles qui marquaient le début de son pontificat. Reportage de TF1. Léon XIV vient de recevoir l'anneau du pêcheur. En le regardant, il semble prendre la mesure de sa charge et se laisse envahir par l'émotion. La remise de cet anneau, propre à chaque pape et symbole de son autorité, était l'un des moments les plus attendus de cette messe inaugurale. Prenant le temps de bénir 2 bébés sur son chemin, puis le monde entier, une fois devant l'autel, le pape reçoit les 2 marqueurs les plus forts de son pouvoir, le pallium, une bande de laine blanche, déposée par un cardinal sur ses épaules, symbole de la lourde mission qui lui incombe désormais. Quant à l'anneau du pêcheur, il fait de lui le successeur de l'apôtre Pierre. Je ne savais pas, le pallium, en fait, ce qu'on voit pendre autour de son cou, je ne savais pas que c'était pour représenter
la charge qu'il reçoit. Oui, alors c'est le pape la porte et aussi les archevêques métropolitains. Donc par exemple à Paris, Monseigneur Laurent Ulrich porte aussi le pallium qui est remis par le pape au cours d'une cérémonie habituellement le 29 juin. Et son anneau sera enlevé au moment de sa mort, comme on a pu voir. Oui, il est rompu. Tout à fait, et il est biffé, rompu, alors ça dépend des périodes, rayé. En tout cas, il est unique à chaque pape. Mais unique, ça veut dire quoi? Parce qu'on peut, je pense, par exemple, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'épée des académiciens qui choisissent les ornements? Est-ce que là aussi, lui a choisi? Est-ce que c'est un simple anneau? Est-ce qu'il y a des inscriptions dessus? Alors, c'est un anneau qui s'appelle l'anneau du pêcheur, parce qu'il représente en fait Saint-Pierre au bord de sa barque en train de tirer les filets de poissons. Alors le Christ dit à Saint-Pierre, maintenant tu ne pêcheras plus simplement des poissons, mais tu deviendras pêcheur d'hommes. Et donc c'est ce que représente cet anneau. Donc c'est toujours le même. Alors c'est toujours le même motif, mais c'est pas le même anneau. Non, bien sûr, c'est toujours le même motif. Le même symbole de Saint-Pierre. Incroyable. Alors lui, vous le connaissez peut-être pas, c'était le pape du rap, Ouais Renoir. Alors pas forcément connu du grand public, il est décédé à l'âge de 31 ans. Alors on ne sait pas ce que c'est que le grand public, parce que c'est lui qui vendait le plus d'albums en France. Et c'est ce que j'allais dire, Ouais Renoir était l'artiste qui surpassait Jules ou Billie Eilish dans les ventes. C'est lui qui vendait le plus de disques et le plus d'écoute en France. On l'écoute un peu, vous allez peut-être découvrir Ouais Renoir. Soleil, je me traîne loin de la côte, je suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Business, plus rien de personnel. Je dors plus, je parle sommeil. Je pense qu'à faire de l'oseille. Je suis plus des logs de RS3. J'écoute plus, c'est que c'était sur moi. Alors, il y a toute une polémique sur sa mort. Apparemment, il est mort d'un arrêt cardio-respiratoire lié à une complication avec son diabète, en fait. Il a fait ce qu'on appelle une acidorectose diabétique. Ça veut dire que ça entraînait un excès de potassium. Et donc, il était dans le coma. Enfin, c'était un peu compliqué, l'histoire de Ouais Renoir, mais c'est triste de mourir à 31 ans, surtout vu le succès qu'il avait. On se retrouve dans un instant pour parler de Léon XIV, à l'occasion de la parution cette semaine du Pèlerin Magazine, un numéro spécial consacré à Léon XIV, l'élan d'un pape missionnaire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Xavier Lenormand. Vous êtes journaliste pour le Pèlerin Magazine et vous avez pris vos chaussures de pèlerin pour partir sur les traces du pape, de ce nouveau pape, Léon XIV, pape missionnaire qui était au Pérou. Vous êtes allé à Chiclayo, si je prononce bien, qui était sa paroisse, qui était l'endroit où il a été de très nombreuses années. Et donc, dans le Pèlerin, cette semaine, on va pouvoir découvrir ce reportage, ainsi qu'un portrait du pape Léon XIV. Peut-être un mot, est-ce que vous avez été surpris, vous, par cette élection? Ah oui, alors moi, que vous le rappeliez tout à l'heure, c'était quand même mon métier de suivre l'actualité du Vatican pendant 3 ans. Mais après, on est tous, même les journalistes politiques peuvent faire des pronostics estompés. Les journalistes vaticanistes, comme on dit, peuvent faire des pronostics estompés. Moi, je l'avais mis dans les qui compteront, mais qui est absolument impossible d'être élu pape. Je pensais qu'un pape de nationalité américaine, c'était impossible. Alors pourquoi il a été élu? Parce que de fait, il coche toutes les cases. Bon, en plus, il a la nationalité américaine, mais c'est un homme de terrain, c'est un homme aussi intellectuel qui a dirigé un ordre religieux important, donc qui a une expérience de gouvernement international assez importante. C'est un homme qui est à l'écoute, qui est apprécié d'à peu près tout le monde. Voilà, donc il a quand même beaucoup de qualités. Bon, et il se trouve qu'il a la nationalité américaine en plus. C'était qui vous voyez? Juste l'article qui est consacré, qui est son portrait, ça commence par « Américain fait mine de s'interroger la religieuse dans un rire, si vous voulez, mais surtout péruvien ». C'est-à-dire qu'en fait, il a aussi, on a vu des racines italiennes, françaises. Enfin, il est peut-être moins américain qu'on ne pourrait l'imaginer. Tout à fait. Tout à fait. Sa mère était d'origine espagnole, mais c'est un peu plus compliqué que juste espagnol d'Espagne. Il a aussi des origines mulâtres par sa mère. Il est français et italien par son père, et je crois que c'est un peu plus compliqué que ça aussi. Oui. Il a grandi aux États-Unis, il a vécu en Italie, il a vécu au Pérou. En fait, c'est un homme qui est assez universel et à l'image de l'Église catholique. Le mot catholique veut dire universel, donc il représente bien cette réalité. Juste sur la nomination du pape, sur le conclave, moi, j'ai pas eu la réponse dans les différents articles que j'ai pu entendre ou reportages. Comment ça se passe dans le conclave? C'est-à-dire qu'il y a des noms qui sont donnés, c'est-à-dire on peut voter, il y avait combien de cardinaux? 130, 133. C'est ça 133, il peut y avoir 133 noms qui sortent.
sorte. Donc comment se fait la sélection ? Tout à fait, d'autant qu'ils peuvent voter pour n'importe quel homme catholique en âge de l'être peut être élu pape. Donc par exemple, moi je suis baptisé catholique, j'aurais pu être élu pape. Donc ils sont 133 à voter, mais le nombre de candidats potentiels est un peu plus élevé. Comment ils font ? En fait, les cardinaux se rencontrent avant, pendant les jours qui précèdent l'entrée au conclave. Le conclave, c'est vraiment le moment où ils sont enfermés à clé et font les votes dans la chapelle Sixtine. Et donc là, ils se rencontrent et ils voient le profil des uns et les autres, ils se découvrent et ils se disent tiens, lui ce qu'il a dit c'était vraiment intéressant, son profil est vraiment intéressant, c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui. Une sorte de lobbying, si on croit un mot profane. Oui, alors il y a peut-être certains qui font des campagnes en disant tu as repéré le cardinal machin, effectivement il est vachement bien. Après, je pense que personne ne veut lui-même être élu pape. Donc, lobbying est peut-être un mot un peu fort, puisque personne ne se dit ça serait génial pour moi d'être pape. On peut écrire son nom ? On peut, oui. De toute façon, c'est un vote à bulletin secret, donc il n'est pas impossible d'écrire son nom. Mais je crois que vraiment la charge d'être pape, c'est pas. Alors, en tout cas, je vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait être pape. C'est vrai. C'est pas une ambition intime pour reprendre. plus maintenant. Non. Il y a évidemment au Moyen Âge, à la Renaissance, bien sûr que oui, quand le pape était aussi un souverain des États pontificaux, le roi d'un territoire. Bon, là, il est toujours le roi d'un territoire, mais qui fait 44 hectares. On en fait le tour en 40 minutes à pied. Enfin, c'est quand même un aboutissement. Hein. C'est un aboutissement professionnel, certes, et spirituel, non ? Tout à fait. Donc, alors, c'est pour ça qu'ils acceptent. Bien sûr. Mais je ne crois pas qu'ils aient envie d'être élus pape. C'est une responsabilité écrasante, à la fois politique, théologique, spirituelle, managériale, et qu'on confie. Alors certes, on le disait à l'instant, le nouveau pape est relativement jeune, il a 69 ans, mais qu'on confie à un homme qui n'est pas non plus dans le printemps de sa jeunesse. Oui, absolument. Donc vous êtes allé à Chiclayo pour aller à la rencontre de ceux qui l'ont connu. C'est assez très touchant ce que vous disent les gens. Vous nous disiez hors antenne, c'est vraiment sans langue de bois. Il était extrêmement aimé au Pérou. Alors tout à fait. Alors déjà, le Pérou est quand même un pays extrêmement catholique où alors presque tout le monde est catholique, en tout cas tout le monde a été élevé dans la religion catholique, et après il y en a qui s'en dissocient un peu, mais donc la religion catholique a une importance très forte. C'est un pays où les gens sont assez humbles, on ne parle pas d'un pays très riche, donc pour ces gens, voir apparaître au balcon de la basilique Saint-Pierre quelqu'un qu'ils ont connu personnellement, qu'ils ont côtoyé, enfin déjà pour tout le monde c'est extraordinaire, mais alors quand vous êtes dans votre village, Chiclayo c'est une ville, mais oui dans votre ville ou votre village du bout du monde, et que tout d'un coup on dise que la personne qui pour eux est la plus importante sur Terre vient de chez eux, c'est une émotion extrêmement forte. Les gens étaient en larmes quand ils l'ont appris, d'autant que, comme vous le disiez, il a laissé sur place un souvenir assez vraiment de simplicité et d'humilité, et aussi parce que c'était quelqu'un d'extrêmement concret. Oui, il a changé la vie d'un certain nombre de plusieurs centaines, milliers de personnes par certaines de ses initiatives très concrètes. Voilà, c'est ce que je raconte notamment dans mon reportage. Pendant le Covid, la ville le Pérou, on se souvient, je crois, a été pas mal touchée, et parmi les villes du Pérou, Chiclayo a été plus touchée peut-être que les autres, et du coup il s'est dit mais il faut faire quelque chose de très concret, et donc il a lancé une collecte pour acheter des générateurs d'oxygène, pour que il y avait une pénurie d'oxygène, et donc les pauvres gens mouraient, s'étouffaient, n'arrivaient pas à respirer, et donc lui il a créé cette collecte qui a permis d'acheter 2 générateurs, et donc c'est de la solidarité extrêmement concrète, on ne parle pas de spiritualité, souffre et le Christ t'aidera, non, là c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire dans le concret des gens, et donc ça les gens ont évidemment beaucoup apprécié. Alors comment ça se passe d'un point de vue média ? Vous arrivez là-bas, vous avez passé des coups de fil avant, et puis surtout on s'en parlait parce que Valérie lundi m'a dit regarde le Parisien, ils ont fait 10 pages. Je me suis dit ça devait être la place to be, il devait avoir plein de caméras, plein de journalistes là-bas. Alors le premier coup de fil que j'ai passé quand on a su qui était le nouveau pape, c'est d'abord à la direction de mon journal, parce qu'on avait convenu que effectivement j'irais en reportage dans la région d'origine du nouveau pape. On n'avait pas pensé que ça serait forcément si loin que le Pérou, donc il a fallu que ça n'a pas été une négociation très difficile. Voilà, sinon c'était Rome, donc c'est pour ça que j'étais déjà sur place, et bon, je pense que les comptables du groupe derrière le pèlerin seront pas forcément ravis que je sois parti au Pérou, mais donc c'est la première chose. Après je me suis dit, je connais quand même un peu le fonctionnement de l'Église catholique, il y a toute une structure. J'ai pas eu le temps de préparer mon reportage, puisque on a su son nom à 19h, mon avion était décollé à 6h du matin. Donc
Non, mais en allant dans la ville. Mais voilà, en arrivant sur place, et effectivement, vous le disiez, c'est the place to be. Il y avait des journalistes. Alors moi, je veux pas faire de certitude absolue parce que je n'ai pas été éplucher les passeports de tout le monde, mais je pense que j'étais le premier journaliste français sur place. Mais il y avait déjà des correspondants d'autres médias, plutôt des médias américains, qui étaient déjà sur place. Oui, le profil de ce pape, donc Léon XIV, c'est quand même très éloigné du papabilé donné. Gagnant, qui était Pietro Parolin, numéro 2 du Vatican, homme du sérail, homme parfaitement qui n'a rien à voir dans le profil avec un prêtre missionnaire ou alors bon, après il a eu d'autres expériences. Encore une fois, on le rappelle, c'est pas le curé de campagne, mais il y a vraiment c'est très très éloigné de ce qui avait été prévu. Oui, alors moi de fait, je m'attendais, en tout cas, Pietro Parolin, j'ai dit que Robert Prévost n'était pas dans mes candidats. Pietro Parolin, ça me semblait plus probable. Aussi parce qu'il y a généralement une alternance dans les papes. Alors c'est évidemment pas une loi écrite, c'est plutôt une coutume ou un hasard peut-être de l'histoire, entre un pape qui ne vient pas du Vatican et un pape qui vient du Vatican. François, on l'a vu pendant ses 12 ans de pontificat, a quand même beaucoup chamboulé, parfois avec des mots assez forts pour ne pas dire durs, la curie romaine, c'est-à-dire l'administration du Vatican. Donc on s'attendait peut-être à un pape plus proche, apte à apaiser, à calmer, à rassurer la curie romaine. De fait, le pape actuel a quand même, ces 2 dernières années, travaillé au sein de la curie romaine. Vous le disiez, il était préfet du dicaster pour les évêques. Mais oui, donc c'était, en tout cas, moi j'étais le premier surpris de voir ce profil d'un missionnaire. Et de fait, et c'est pas du tout une insulte à Pietro Parolin de dire ça, c'est très enthousiasmant de voir quelqu'un qui vient du terrain et de ses expériences très concrètes du terrain. C'est assez extraordinaire de se dire que le pape, il y a 3 ans, était encore à parcourir la région de Chiclayo à dos de cheval parce que les routes sont impraticables. Mais est-ce que ce n'était pas plus intéressant aussi d'aller aux États-Unis, puisqu'on sait que c'est un pays très, très catholique, et d'aller voir ce qu'il avait fait aux États-Unis et comment c'était vécu là-bas, sachant qu'évidemment, il y a Donald Trump qui s'est réjoui d'avoir un pape américain? Alors moi, j'aurais beaucoup aimé aller aux États-Unis parce qu'il vient de la ville de Chicago, que j'aime beaucoup. Alors, mais il y avait 2 petits problèmes à ça. Alors, un problème très matériel, c'est qu'il faut un visa de presse pour aller aux États-Unis quand on est journaliste. Je n'ai pas ce visa et donc le temps de le demander ça aurait été trop long. Mais aussi, et plus sérieusement, Robert Prévost est parti des États-Unis assez jeune, comme missionnaire, au milieu des années 80. Vraiment là où sa personnalité s'est construite, là où l'homme de gouvernement s'est construit, là où l'homme d'église s'est construit, c'est au Pérou, aussi à Rome, mais c'est surtout au Pérou et à Rome et pas aux États-Unis. On dit que la fonction fait homme, que lorsqu'on est nommé président en France, la fonction vous change. C'est le cas quand on devient pape? Tout à fait. Alors l'exemple le plus flagrant, c'est quand même le pape François, qui était connu pour être en Argentine, pour être très taciturne, jamais souriant, très renfermé. Les images du pape François qu'on a, c'est pas du tout ça. C'est cet homme au contraire très allant. Donc la fonction, oui, transforme la personne. Donc on verra bien qui sera. Moi j'ai enquêté sur qui était le cardinal Prévost. Maintenant on verra bien qui est Léon XIV. Oui. Alors on va marquer une pause et on continue avec vous à parler donc de ce nouveau pape et de ce voyage au Pérou et de ce qu'il a accompli de très concret là-bas. Et effectivement, quand on voit ce qu'il a fait, on imaginait, si on parle encore une fois, on est très profane de droite et de gauche, un pape peut-être plus à gauche. Néanmoins, il reste des engagements de l'Église qui font qu'il y a des évolutions qui seront pas possibles. On va y revenir avec vous dans un instant. Xavier Lenormand, je rappelle que c'est dans le Pèlerin Magazine à découvrir cette semaine. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Xavier Lenormand, journaliste au Pèlerin Magazine. Vous êtes, on peut le dire, un vaticaniste. En tout cas, vous répondez parfaitement à toutes nos questions de profanes. J'ai signalé donc le Pèlerin Magazine en kiosque, Léon XIV, l'élan d'un pape missionnaire, avec votre reportage. Vous êtes parti le lendemain matin aux aurores directement pour le Pérou, pour aller à la rencontre de ceux qui ont connu ce pape. Et on le disait avec des actions très concrètes, très concrètes de cuisine, de cafétéria qui ont été créées pour les plus démunis, où il avait vraiment, le rôle du missionnaire. Tout à fait. C'est quelqu'un qui savait s'entourer de personnes et du coup qui était très ancré dans la réalité du vécu de ceux qui étaient autour de lui. Donc on mentionnait les générateurs d'oxygène pendant le Covid. Vous parliez des cantines. Donc dans pas mal de paroisses, c'est-à-dire de villes et des églises de son diocèse, ils ont créé
des comedores, des comedores, c'est-à-dire des cantines, notamment au moment où il y a eu beaucoup de migrants vénézuéliens qui sont arrivés au Pérou. Ce qui est intéressant dans les deux cas, c'est problème, réfléchissons ensemble, solution. Voilà, donc c'est vraiment un homme très concret et très engagé. Alors comment il va le transformer dans son pontificat? Alors ça, maintenant, ça va être à lui de mettre peut-être la machine Vaticane au service de problèmes très concrets. En tout cas, ce que je pense qui va être assez frappant, François avait déjà un peu initié cette marche, mais lui, je pense, va le faire encore plus. C'est ce que je disais. Il sait s'entourer de personnes et lui n'a aucun problème à s'entourer de personnes qui ne sont pas des prêtres, notamment des femmes. Il peut très bien nommer des femmes à des postes de responsabilité, de gouvernement. Si la personne est compétente, lui, prêtre ou pas, femme ou homme, il n'y a pas de problème. Mais il y a des sujets qui restent tabous, la prêtrise pour les femmes, la reconnaissance de l'homosexualité. Et le troisième sujet, c'est les divorcés mariés. Voilà. Alors le pape Léon vient du Pérou, qui est quand même un pays extrêmement conservateur. Même par exemple sur la question de l'avortement, même les partis de gauche au Pérou ne sont pas favorables à l'avortement. Donc il faut voir qu'il vient de ce contexte-là. Donc a priori, oui, c'est quelqu'un qui est assez conservateur. Je ne sais pas si conservateur c'est le bon mot, mais en tout cas classique sur les positions il est sur les positions classiques de l'Église catholique sur ces sujets-là. Ce nom de Léon XIV, on en a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez un regard sur ce choix et qui dit peut-être ce que sera son pontificat? Alors c'est intéressant à double titre. D'abord, évidemment, et la première raison, le titre le plus important, c'est qu'il s'inscrit dans la veine de Léon XIII, qui était un pape au début du siècle dernier. Il est mort en 1903, qui est le fondateur ou le refondateur de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Et donc c'est cet engagement social de l'Église auprès des plus pauvres qu'on connaît en France, par exemple le Secours catholique ou tout ça. Ou je parlais des cantines populaire que le cardinal Prévost avait mis en place au Pérou. C'est exactement ça. Donc il s'inscrit vraiment dans cette veine d'aider les gens dans leur réalité concrète et notamment aider les travailleurs à avoir des conditions de travail dignes. Donc c'est assez important. Et deuxième chose qui est peut-être moins importante mais qui moi me semble pas complètement anecdotique, c'est que le pape Léon XIII avait aussi condamné ce qu'on appelait l'américanisme, alors qui était un peu une hérésie qui relevait du messianisme américain, qui me semble, certes, c'est pas 100% pour ça, et c'est peut-être que 2% qu'il a choisi son nom en référence à ça, mais à l'heure où Donald Trump est président aux États-Unis, ça ne me semble pas complètement anecdotique. Oui. Il ne fera pas évoluer le regard sur l'homosexualité, vous pensez? Alors je pense que alors, il y a plusieurs questions là-dessus. L'attention aux personnes elles-mêmes, François a fait beaucoup. On se souvient du « qui suis-je pour juger » qu'il avait dit dans l'avion du retour du Brésil en 2013. Je pense qu'il est exactement dans cette veine-là. Si on parle des unions homosexuelles, c'est-à-dire que le mariage homosexuel, pour dire les choses très fortement, non, je pense pas. Alors, il y a eu cette image très forte de Donald Trump face à Volodymyr Zelensky, où ils étaient comme ça au Vatican, aussi proches. On parle également d'une rencontre de paix qui pourrait se faire au Vatican. C'est le Vatican qui s'est même proposé de recevoir les négociations de paix. Vous pensez qu'il veut jouer un rôle politique à ce niveau-là? Et qu'est-ce que vous pensez d'une rencontre possible? On parle vraiment de Vladimir Poutine et de Zelensky au sein du Vatican. Alors le Vatican a une longue tradition diplomatique. Le pape est chef d'État du Vatican. Bon, 44 hectares, c'est pas très grand, mais quand même. Les papes ont l'habitude de recevoir tout le monde. Moi, quand j'étais à Rome, tant Vladimir Poutine que Donald Trump ont été reçus par le pape François. Et aussi, le Vatican a une habitude de proposer son aide à résoudre les conflits. Dans les années 80, par exemple, l'Argentine et le Chili avaient un conflit territorial. Et plutôt que, pardonnez-moi l'expression, se mettre sur la gueule, ils ont été demandé l'arbitrage du pape. Ce qui était plutôt une bonne idée, finalement. Donc, ça c'est tout à fait possible, ça serait très beau si de toute façon c'est à Vladimir Poutine d'accepter plutôt que de l'autre côté, parce que je pense qu'ils sont plus prêts à accepter de l'autre côté. Ça serait très beau que le Vatican puisse les accepter. Enfin, d'abord, si ces négociations de paix pouvaient avoir lieu, ça serait déjà très beau. Si c'est au Vatican, c'est peut-être encore mieux, puisque le Vatican n'a pas d'intérêt géographique à défendre. Est-ce que le pape a encore un pouvoir à notre époque? Ou un rôle politique? Alors en tout cas, c'est une voix qui est très écoutée, je le disais, tant Vladimir Poutine que Donald Trump, que tous les chefs d'État se pressent quand même au Vatican pour être reçus par le pape.
Et je ne pense pas que ce soit seulement pour la photo, pour être avec le pape. Par exemple, Vladimir Poutine n'a aucun intérêt. Les catholiques en Russie sont pas très nombreux. Donc c'est quand même une voix qui porte, qui a un intérêt. Après, non, il n'a pas... c'est ce que disait Joseph Staline, le Vatican, combien de divisions ? Pas beaucoup de divisions, voire presque zéro. Les pauvres gardes suisses, on ne va pas leur demander ça. Mais c'est une voix qui porte et qui justement, comme elle est dégagée des intérêts matériels et territoriaux, on peut se dire que peut-être que sa voix est un peu différente et que donc elle mérite d'être écoutée. Oui. Est-ce que alors, à votre avis, il ira où pour son premier voyage officiel ? Est-ce qu'il ira au Pérou ? Alors, je pense qu'il ira au Pérou. Je ne pense pas qu'il y aille tout de suite, notamment parce qu'il y a des élections l'an prochain au Pérou et le Pérou est actuellement dans une crise politique un peu forte. Le Premier ministre a démissionné pendant que j'y étais. La présidente est à moitié interdite de sortie du territoire. Donc, je ne pense pas au Pérou tout de suite. Non, le plus probable, c'est un voyage en Turquie parce que nous fêtons cette année le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Donc, c'était au IVe siècle. Et donc, tous les chefs des chrétiens du monde entier, enfin donc à l'époque le monde était chrétien, était un peu plus petit, mais s'était retrouvé à Nicée qui est une ancienne ville de Turquie pour se mettre d'accord sur ce qu'était la foi chrétienne. Et donc c'est encore quelque chose que partagent ensemble les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Dans le dossier, vous évoquez, parce que c'est aussi le rôle du journalisme et même du pèlerin, c'est les affaires d'abus sexuels dans l'église, où il a, lui, été accusé d'avoir accueilli un prêtre qui était accusé d'abus sexuels. Donc il a peut-être quelques affaires comme ça qui vont ressurgir. Alors c'est tout à fait possible. L'affaire que vous mentionnez, si je ne me trompe pas, date du début des années 2000. Ce qui fait polémique, c'est surtout qu'il l'a accueilli alors qu'il y avait une école pas très loin. Je veux pas du tout dénier sa responsabilité là-dedans. C'est le début des années 2000. L'église était pas du tout, enfin l'église et la société n'étaient pas la du même tout époque. au même degré de connaissance et de compréhension du phénomène. Je dis pas du tout ça pour atténuer sur sa responsabilité sur d'autres dossiers. J'espère qu'il a géré les autres dossiers correctement. Pour l'instant, il y a eu d'autres accusations qui ont été portées et franchement, et je le dis pas du tout parce que je travaille pour un média chrétien, n'ont pas l'air d'être hyper crédibles ou de grosses fautes. Malheureusement, la réalité du catholicisme est qu'il y a beaucoup d'abus sexuels. On l'a vu en France avec le rapport de la commission Sauvé. Et donc, est-ce qu'il pourrait avoir, lui, une position officielle sur le sujet ? J'espère qu'il va avoir une position extrêmement forte et que cette position extrêmement forte sera suivie d'actes extrêmement forts, bien sûr envers les prêtres et religieux qui commettent eux-mêmes des abus, mais aussi envers ceux qui les dissimulent ou les gèrent mal. Oui, mais c'est vrai que l'époque n'était pas la même, encore une fois, mais on va chercher forcément à raison. à savoir si... mais est-ce qu'un pape aujourd'hui, sachant qu'il a des affaires, entre guillemets, accepterait ? Alors je vous disais tout à l'heure hors antenne que je ne sais pas qui accepterait d'être pape. Ça fait des raisons pour lesquelles je pense que c'est difficile d'accepter parce que beaucoup des cardinaux sont des gens qui ont été en responsabilité depuis très longtemps, depuis plusieurs décennies. Sur plusieurs décennies, on peut faire des erreurs coupables. Et donc, si on n'est pas, en tout cas, elles apparaissent en pleine lumière. Est-ce qu'on a le droit de dire non quand on est choisi ? Oui, on peut dire non. C'est déjà arrivé ? Alors, le conclave est régi par une constitution... un texte de loi qui explique le fonctionnement du conclave qui a été écrit par le pape Jean-Paul II et il se finit, alors j'ai plus exactement les mots en tête, mais il dit et quant à celui qui est élu, je l'exhorte de toutes mes forces d'accepter ce service que lui demandent l'Église et le Seigneur. Mais il peut refuser, vous savez pas si c'est déjà arrivé ? En tout cas, dans les années récentes, et quand je dis les années, c'est plutôt les siècles récents, ce n'est pas arrivé. D'accord. À découvrir donc dans le Pèlerin magazine cette semaine, vous avez ce reportage que je vous encourage vraiment à lire parce que c'est passionnant, ces rencontres que vous avez faites avec des gens qui l'ont connu et avec alors le titre de votre reportage, c'est La foi en acte. Effectivement, on voit de quelle manière des religions ont pu transformer très concrètement la vie de citoyens, de gens démunis, et ce portrait également que vous avez dressé de ce pape, puis des très belles photos du Pérou avec
Pierre Rimbaud qui vous a accompagné. Voilà. Et Xavier Lenormand me précisait que, évidemment, dans le Pèlerin Magazine, il y a plein d'autres sujets qui sont abordés, et pas simplement du pape. La semaine prochaine, ça sera sur l'écologie, c'est ça? Dans 2 semaines, nous dédions un numéro qui sera très largement consacré aux questions de l'océan, de la protection et du commerce, parce qu'il y a une grande conférence des Nations Unies, pas tout à fait sur le modèle de la COP, mais presque, dédiée à la protection des océans. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous, le Pèlerin Magazine en kiosque, donc pour en savoir un peu plus sur ce pape. À tout de suite pour les débats. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre